Bonjour à tous, donc, je suis Mélanie Gaillochet et j'effectue actuellement un stage de recherche à l'ETS Montréal avec le professeur Hervé Lombert. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon sujet de recherche qui porte sur le choix des données en intelligence artificielle, notamment appliquées à l'imagerie médicale. Donc, en partant du postulat que toutes les données n'ont pas la même importance, je cherche à savoir comment les prioriser afin d'optimiser les performances de mon algorithme. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'IA en imagerie médicale? Eh bien, l'intelligence artificielle peut aider au diagnostic et à la prise de décisions thérapeutiques. Par exemple, grâce à la segmentation automatique, le médecin va pouvoir mieux évaluer les options qui s'offrent aux patients. De même, en garantissant un calcul plus précis du volume des tumeurs, la segmentation automatique va faciliter le travail du médecin pour qu'il puisse mieux suivre l'évolution de la tumeur et mieux évaluer l'efficacité des traitements utilisés. Par ailleurs, l'IA peut aussi éviter aux médecins les tâches répétitives qui peuvent être source d'erreurs d'inattention. Elle va leur permettre de se concentrer sur des tâches plus complexes qui nécessitent une expertise pointue. Donc, en automatisant les tâches répétitives, l'IA va permettre de réduire les coûts, de mieux soigner les patients et aussi de les soigner plus rapidement. Donc, on vient de voir que l'IA appliquée à l'imagerie médicale peut être extrêmement bénéfique pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des défis à surmonter. La majorité des algorithmes d'IA apprennent à reproduire une tâche en se basant sur des centaines, voire des milliers d'exemples. Donc, pour qu'un algorithme de segmentation puisse prédire les contours des organes ou des tumeurs en se basant sur une image, eh bien, il faut qu'auparavant, durant l'apprentissage, cet algorithme ait eu accès à une grande quantité d'exemples annotés. Et ces annotations, il faut qu'elles aient été faites manuellement par un expert médical qui ait labellisé chaque image pixel par pixel. Et comme vous pouvez vous en douter, cela est extrêmement long et coûteux. On s'est aussi rendu compte que tous les exemples n'avaient pas la même importance pour l'algorithme. Par exemple, une fois qu'un algorithme est déjà bien entraîné, eh bien, lui montrer un exemple trop facile ne sera plus utile. Par contre, lui montrer un exemple un peu plus ambigu pourra l'aider à améliorer ses performances. Donc, en optimisant le choix des exemples à utiliser, on peut construire un algorithme performant tout en évitant de gaspiller des ressources, notamment en termes de temps d'annotation nécessaires aux experts. Maintenant, mon objectif de recherche était plus précisément de répondre à la question suivante. Si j'entraîne un algorithme de segmentation et qu'on me dit que je peux annoter 10 nouvelles images, eh bien, lesquelles devrais-je choisir en priorité afin d'optimiser les performances de mon algorithme? Vous le savez peut-être, mais les modèles d'IA parmi les plus performants aujourd'hui apprennent et optimisent une représentation abstraite des données. En segmentation notamment, les modèles les plus utilisés ou les plus populaires ont cette forme de U. Et c'est aussi le type de modèle que j'utilise dans ma recherche. Et donc, ces modèles vont prédire les contours de tumeurs ou d'organes en ayant pris une image en entrée. Et ils vont appliquer à cette image une série d'étapes. Et à chaque étape, le modèle va apprendre et optimiser une nouvelle représentation de l'image. Et cette représentation sera de plus en plus abstraite au fur et à mesure des étapes. Donc, la dernière représentation la plus abstraite va être ensuite utilisée pour prédire la segmentation d'organes ou de tumeurs. Il faut bien se rendre compte que le modèle apprend et optimise la représentation abstraite. Donc, la représentation la plus abstraite, ici représentée par le carré orange, eh bien, sera apprise de telle façon que les données seront le plus séparables possible. Donc, une fois maintenant qu'on aura entraîné son algorithme, eh bien, on va pouvoir appliquer ces étapes sur l'ensemble du jeu de données. Et en appliquant une autre transformation, on va pouvoir bien visualiser notre jeu de données beaucoup plus facilement. Par exemple, ici dans cette image, chaque point représente une image, ou plutôt sa représentation abstraite. Par ailleurs, tous les exemples ici viennent d'un jeu de données appelé LITS, Liver Tumor Segmentation Benchmark, qui contient une centaine de scans du foie. Donc, ce sont les segmentations ici que vous voyez, ce sont les segmentations du foie
et les tumeurs du foie. Et ce qu'on remarque, c'est qu'avec cette visualisation, on peut déjà voir des groupes ou des clusters qui se forment. Ce que j'ai remarqué durant mon projet, c'était que la représentation apprise évoluait avec la quantité de données utilisées pour entraîner le modèle. Donc, lorsque j'avais 7 fois plus d'exemples, eh bien, la représentation apprise des données était beaucoup plus précise, c'est-à-dire que les groupes ou les clusters qu'on avait au début étaient beaucoup plus séparés et distincts les uns des autres. De même, en utilisant plus de données à l'entraînement, eh bien, j'augmentais la performance de mon modèle. Le DICE, en ayant plus d'exemples, DICE est un moyen de mesurer la performance du modèle, eh bien, était plus importante. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en sélectionnant des exemples adaptés, mon algorithme va pouvoir apprendre une représentation abstraite efficace du jeu de données sans devoir traiter tous les exemples, c'est-à-dire en utilisant le moins d'exemples possible. Et une fois que mon modèle aura appris cette représentation abstraite efficace, eh bien, il va pouvoir optimiser sa performance. Maintenant, dans la littérature, les méthodes qui visent à prioriser les exemples peuvent se diviser en 2 groupes. Certaines méthodes vont choisir les exemples qui réduisent l'incertitude du modèle, c'est-à-dire qu'ils vont choisir les exemples pour lesquels le modèle a le plus de chances de se tromper. Ou alors, certaines autres méthodes vont plutôt choisir les exemples qui sont les plus représentatifs du jeu de données et les plus divers, c'est-à-dire qu'ils vont choisir les exemples qui sont les plus différents les uns des autres. La méthode sur laquelle je travaille vise à atteindre ces 2 objectifs en utilisant la représentation apprise du modèle. Donc, je vais sélectionner les exemples les plus représentatifs en identifiant les points qui se trouvent au centre de ces clusters, de ces groupes. De même, je vais choisir les exemples les plus incertains en identifiant les points qui se trouvent aux frontières de ces groupes, donc qui sont entre plusieurs groupes. Maintenant, pour revenir à la question initiale, donc comment prioriser les données, comment choisir les données, eh bien, on peut choisir les données en se basant sur la représentation apprise du modèle et en sélectionnant parmi elles les exemples les plus représentatifs et les plus incertains. Donc, en exploitant l'incertitude et la géométrie des données, eh bien, j'espère pouvoir optimiser les performances de mon algorithme tout en minimisant les ressources utilisées pour développer cet algorithme. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que bien que ce problème soit appliqué ici en imagerie médicale, et c'est d'ailleurs un problème très important en imagerie médicale parce qu'il y a beaucoup de données disponibles, mais comme je l'ai mentionné, l'annotation est un problème assez complexe. Eh bien, il reste 2 minutes. Bien que cela soit appliqué ici à l'imagerie médicale, c'est un problème qui peut s'appliquer à d'autres domaines. Et donc, la méthode proposée est vraiment transversale et peut aussi être appliquée à beaucoup d'autres domaines en dehors de l'imagerie médicale. Merci pour votre attention.